Et en direct sur CNews et sur Europe 1 avec Louis de Ragnel, Rachel Kahn, Alexandre Devecchio, Sabrina Medjeber, Éric Revel, et on accueille Olivier Babot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, président de l'Institut Sapiens, et vous ne mâchez pas vos mots en général pour décrire la situation économique de notre pays, n'est-ce pas? J'essaye. On va essayer de parler des impôts, parce que visiblement c'est le grand programme. Hein. On parle dépenses publiques, coupe dans les dépenses publiques, aucun exemple concret. En revanche, sur les impôts, on a déjà une idée extrêmement précise de ce qui va se passer. Je vais vous passer la parole, mais avant, on va écouter un patron, d'ailleurs le secrétaire général de la Confédération des PME, M. Deménil, qui lui refuse que les entreprises payent davantage, parce qu'évidemment, elles vont être mises à contribution, s'il n'y a pas de baisse des dépenses publiques. Ben oui, c'est donnant-donnant. Écoutez-le. Et il est hors de question de commencer à parler augmentation d'impôts sur les entreprises si on n'imagine pas les efforts qui sont faits en face pour réduire massivement la dette publique. Et on n'oublie jamais que notre pays est champion d'Europe des prélèvements obligatoires. Donc la solution à la dette, ce ne sont pas les augmentations d'impôts et de prélèvements obligatoires. Voilà la voix d'un patron de PME, Monsieur Babot, qui dit mais il va falloir arrêter. Si vous nous écrasez, il faut faire des coupes claires dans les dépenses publiques. Je crois que c'est un argument qui s'entend. Le problème souvent, c'est qu'on fait les coupes et les efforts là où on peut les faire et pas là où il faudrait les faire. C'est-à-dire là où les gens vont crier le moins fort. D'ailleurs, c'était la fameuse idée de Colbert. Hein, les impôts, c'est arriver à plumer la loi de façon à ce qu'elle crie le moins possible en lui prenant le plus de plumes. Finalement, ça n'a pas commencé avec la République. Ça fait très longtemps. C'est une tradition. Mais aujourd'hui, Bercy a développé une vraie expertise. Le risque, c'est que l'effort immense, il faut le rappeler, hein, on a 30 milliards à trouver en 2025 et probablement 20 milliards chaque année pendant 4 ans ensuite à trouver. Donc on a 120 milliards à trouver d'économies. Le risque, c'est que ça soit 100% sur les impôts. Il y a déjà quand même une ligne rouge incroyable qui a été passée depuis quelques jours, parce que pendant très longtemps, on nous a affirmé que les impôts n'augmenteraient pas. Maintenant, l'idée, c'est de dire certains impôts augmenteront. Pas pour la classe moyenne, mais les autres. Voilà. Bon, on espère tous ne pas en faire partie. Éric Revel, ça vous paraît clair? M. Duménil reprend les éléments de langage portés par le MEDEF. D'ailleurs, Patrick Martin, le président du MEDEF, est reçu en ce moment par Michel Barnier à Matignon. Alors, il y a quand même quelque chose qui est en train de se dessiner, qui est assez intéressant. Bon, pas d'augmentation des impôts pour les entreprises s'il n'y a pas de réforme dans la dépense publique. Je ne vais pas décevoir M. Duménil, mais il n'y en aura pas. Pour une raison très simple, c'est que l'assise politique du gouvernement Barnier n'est pas suffisante pour lui permettre de faire passer des réformes à l'Assemblée nationale. Mais ce qui se dessine, c'est parmi les grands patrons. Alors, en général... les très grandes entreprises. Très grandes entreprises multinationales. Je vais parler d'un cas d'espèce, parce qu'il a donné une interview ce matin au journal Les Échos. Prenez un exemple. Monsieur Saadé, qui dirige ce méga groupe de transport maritime, CMA-CGM, et qui, à la fin de cette interview, dit « Si l'État nous demande une contribution exceptionnelle, alors on dira oui, on le fera ». Donc ça veut dire que les grandes entreprises, peut-être en soutien au gouvernement Michel Barnier, qui cherche de l'argent désespérément, comme le disait M. Babot, peut-être que ces grandes entreprises vont faire un geste fort. Parce que être taxé sur des profits, je rappelle quand même que CMA-CGM, en 2022, c'est 25 milliards d'euros de profits. Bon là, c'est plus que 7, mais ce que je veux dire, c'est que une taxe exceptionnelle, bon, même si parfois ça dure en France, ces taxes exceptionnelles, sur des profits des grandes entreprises, ça peut avoir du sens. Et ça peut récupérer de l'argent. Ok. Olivier Babot, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que très probablement, c'est ce qui va se passer. On va faire des taxes symboliques d'abord. C'est-à-dire qu'il faudra dire, regardez, on a fait payer les entreprises, et surtout les entreprises riches, les entreprises grandes. Le problème, c'est que les entreprises grandes, même si vous leur faites une taxe exceptionnelle, souvent d'ailleurs la taxe, elle est assez décevante. La taxe sur les surprofits, c'est pas formidable. La taxe qu'on a essayé de faire sur les énergéticiens, finalement, c'était pas grand-chose. On est très déçus. D'ailleurs, la taxe sur les yachts, on a eu 80 000 balles, 80 000 euros. Rapportés sur les yachts. Je crois qu'il y en a 2 parce que tous les autres sont allés se faire immatriculer ailleurs. C'est très décevant. Et alors, vous savez, les gens, ils réagissent en fonction de la base taxable. Mais donc, ça ne va pas être des montants qui vont du tout être à la hauteur des 30 milliards dont on parlait tout à l'heure. Pas du tout, du tout, du tout. Donc probablement on va aussi faire payer les gens les plus aisés, mais là encore malheureusement ça ne suffira pas parce que. Mais alors donc il faut les taper où? Le drame c'est que les meilleurs impôts c'est les impôts les plus populaires au sens les plus étendu. Meilleur impôt c'est la TVA. On est entre 8 à 10 milliards par point de TVA en plus de recettes. Donc vous voyez c'est formidable. Mais là ça fait envie. Mais le pouvoir d'achat si vous faites ça. Hyper impopulaire. Pour l'instant la promesse du gouvernement elle est très claire. C'est on ne touche pas aux classes moyennes et ça va être uniquement les entreprises, les gens qui ont les capitaux. Alors ok, Louis de Ragnel. C'est le plus injuste. Allez-y. Je trouve pas, moi. Je trouve que non, le principe d'une flat tax. Non, et puis quand tu es plus modeste, la part de ta consommation qui est à taux réduit est beaucoup plus élevée. Olivier Babot,
Donc, Louis Dragnel. là, on a parlé des possibilités d'impôts supplémentaires, mais il n'y a pas que l'impôt dans la vie. Il y a d'autres moyens de réduire le déficit. Il peut y avoir des coupes budgétaires, des réductions de dépenses publiques. Dieu vous entend. Mais où Louis Mais non, Vous mais avez justement, entendu l'ombre d'une Non, mais piste, moi, là j'écoute le spécialiste, je pose des questions. Où est-ce qu'on peut Où est-ce couper qu'on pourrait sans faire désosser nos services publics qui sont déjà Alors, d'abord, très très mal. et Eric faisait une très très bonne remarque. On n'a pas la base pour faire les réformes institutionnelles que peut-être Emmanuel Macron, quand il était candidat en 2017, avait esquissé dans son programme, mais n'a jamais commencé à faire, même quand il avait la majorité. Depuis qu'il l'a plus, évidemment, c'est plus possible. Donc, on voit pas très bien comment ce serait possible. La deuxième chose aussi, c'est que ça fait très longtemps que l'État essaye de se réformer. On a beaucoup essayé. Ça fait, avant Sarkozy, mais c'est existé. Mais sous Sarkozy, on avait la révision générale des politiques publiques. Oui. Ils ont travaillé pendant des années et ils ont fini par accoucher, je crois, de 9 milliards d'économies en année pleine. Sous François Hollande, on a essayé. C'est extrêmement difficile de réformer l'État parce que ça voudrait dire accepter, par exemple, qu'il fasse moins de choses. Vous savez, c'est l'idée, il n'est nulle part celui qui est partout. Et ben, l'État qui s'étend trop finit par ne plus pouvoir assurer les missions régaliennes, la justice, la police, d'ailleurs demain la défense, l'effort de défense qu'il faut augmenter jusqu'à 2 points du PIB. Je crois qu'on en est loin. Dernière nouvelle, je crois qu'on était à 1%, même pas. C'est des efforts extraordinaires qu'on ne peut pas se permettre. Pourquoi ? Parce qu'on fait beaucoup trop de choses. Et parce que aussi, on a laissé passer, par exemple, l'augmentation incroyable des emplois dans la fonction publique territoriale. Depuis 1997, ça a augmenté de 44%. Mais vous savez, M. Babot, j'ai Et- l'impression que vous êtes le ministre de l'économie, en fait, Oui. qui lui parle de politique j'aurais et bien du aimé, Rassemblement non, je national. pense que j'aurais accepté, En fait, on d'ailleurs, aurait bien mais- aimé l'entendre parler de ça, en fait, plutôt que de faire de la popole. Alexandre Devecchio, on aurait bien aimé entendre, voilà, on peut faire des pistes d'économie là, on peut faire des Oui, pistes d'économie là. effectivement, Mais ça non, aurait pas du été, tout, pas du tout. Ça aurait été préférable. D'ailleurs, il est que 10e. C'est un détail, mais Dans l'ordre protocolaire. Dans l'ordre protocolaire. Oui, Donc, Ça va pas changer la face vu du monde. l'importance du budget, qui va être quand même le grand œuvre, s'il y en a une de ce gouvernement, ce sera tout simplement de voter un budget, et ce sera déjà pas mal. C'est étonnant de le voir relégué à cette 10e place. Ça dit quelque chose. Moi, je reviens sur son âge. J'en fais pas du tout une obsession parce que je suis pas du tout. Vous êtes pour, anti-jeune, on est que des Alexandre. anciens au gouvernement, mais il me semble qu'il a une expérience politique quand même assez réduite. Il ne représente pas grand-chose. Personne ne savait qui c'était avant sa nomination. Donc ça apparaît ses comme une électeurs. nomination de complaisance, pardon, Ses à électeurs. un poste très, très, très important. Et effectivement, ce serait bien qu'on entre dans le fond des dossiers. C'est ce que veulent les Français. Plutôt qu'on colle des étiquettes aux uns aux autres et qu'on excommunie une partie des Français Bien sûr. de la République. Et oui, du non, reste, s'il excommunie les 11 millions d'électeurs RN de la République, peut-être ces 11 millions ne devraient-ils pas payer d'impôts. Ça peut être aussi une solution. Allez, Eric, ensuite Rachel, parce que je veux bien entendre mes dames. Là. Dans le florilège du verbatim de M. Armand, vous n'avez pas loupé non plus avant son pataquès, là, au moment de la passation de pouvoir, quelle chance j'ai D'arrêter du bilan de Bruno Le Maire. Ce qui est quand même, Mais juste sur ce que disait très justement Olivier Babot, il y a un pays dont on devrait s'inspirer depuis longtemps. Il y a un pays où il y a quelque chose qui marche ? Oui, qui a privatisé des fonctions non régaliennes. Oui. Par exemple, le Canada. La façon, par exemple, dont ils ont privatisé le contrôle aérien. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup plus d'accidents aériens. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour trouver... Essayez en France. Mais on y viendra. Et toute la classe politique de gauche et de droite, depuis des années, va au Canada pour apprendre comment ils ont fait. Ben, ils font rien. Alors, M. Babot. Vous avez tout à fait raison. Il y a très peu de pays qui ont réussi. Le Canada est un bon exemple. Peut-être la Suède aussi à un certain moment d'ailleurs. Le problème, c'est qu'en France, on confond fonction publique et service public. Oui. Alors qu'en réalité, le service public peut être rempli de 1001 façons. Et effectivement, il peut être privatisé. C'est un mot terrible. C'est Oresco referens en France. C'est vraiment. Oui. La citation J'ai compris latine que qu'on c'était attendait. latin ce soir. Oui, c'est option latin ce soir. C'est option latin ce soir. Rachel. Effectivement, service public, mais on fait surtout, on n'a pas de ligne sur l'intérêt général, parce que je crois que c'est le manque de volonté politique qui creuse la dette. Et le financement des associations qui sont en prise, avec imbibées dans le wokisme, dans le séparatisme, quand on achète la paix sociale, quand on égrène comme ça du budget pour finalement, creuser la dette, et deux, entacher la démocratie et la République, c'est un véritable problème. Après, peut-être citer Benjamin Franklin, il y a les impôts, il n'y a pas que les impôts dans la vie, mais une chose est sûre, dans la vie, c'est la mort et les impôts. Et les impôts. Ouais, on les paye toujours. Certaines. Alexandre Devecchio, Non, Sabrina. Rachel Kahn a raison. Avant de vouloir désosser les services publics,
Commençons par les dépenses nocives. Je pense qu'il y en a un certain nombre, si on cherche bien, les dépenses inutiles, la bureaucratie inutile à l'hôpital, par exemple. Donc je pense qu'il y a quand même moyen de trouver de l'argent. D'ailleurs, Marine Le Pen voulait faire un audit des comptes publics. Je pense qu'on aurait eu des surprises. C'est un exemple, Ouais, celui qui vient tout le temps en tête parce qu'il est le plus énorme. Mais un exemple, on a mis 1 milliard d'euros pour nettoyer la Seine. Si vous voulez. Donc je pense qu'il y a plein d'exemples, comme ça, et je vous rejoins sur les associations, des associations qui non seulement ne rendent pas de service, mais elles veulent détruire la France, pourraient économiser beaucoup d'argent. Oui, enfin bon, pas des milliards comme M. Babot nous dit que c'est nécessaire. Sabrina. Tout a été dit, je crois. Il me semble que la France n'est ni un État-providence, ni un État libéral en réalité, et que pour relancer le pouvoir d'achat par la consommation, il faudrait une employabilité certaine et donc baisser les charges patronales et salariales dans ce pays. Malheureusement, le tissu de TPE et PME est le plus important en France. Je ne parle pas des grands patrons, je parle du commerçant moyen qui, pour employer et donc favoriser la croissance par le biais de l'employabilité, ne peut pas malheureusement parce qu'il donne trop d'argent à l'État. Et je trouve que c'est un des vrais problèmes aujourd'hui de la crise entrepreneuriale. Alors, je ne suis pas une ultra-libérale, mais il me semble quand même que l'entrepreneuriat, c'est très important pour la vivacité économique de notre pays. Je trouve qu'il y a énormément de freins, malheureusement, pour que les entrepreneurs se lancent réellement dans une activité qu'ils voient à plus ou moins moyen et long terme Vous avez raison, Sabrina. il me semble. Olivier Babot. Vous avez tout à fait raison, vous avez mis le doigt en fait sur le vrai problème. Notre vrai problème, c'est que nous avons un système de protection sociale auquel on tient tous et qui est très généreux, même le plus généreux du monde. Et on est le pays qui redistribue le plus et qui égalise le plus les conditions par rapport aux conditions avant redistribution. Sauf que ça coûte de plus en plus cher, ça coûte très cher en plus à cause du vieillissement démographique, à cause de la maladie aussi, qui sont les deux points très très déficitaires. Et en fait, il faut être très riche pour se permettre ça. Et on l'est plus tout à fait autant. Et ce que vous pointez, c'est la différence terrible, ce qu'on appelle le coin fiscalo-social. C'est-à-dire la différence entre le super brut, ce que vous payez vraiment, c'est-à-dire en fait ce que vous produisez par le travail, parce que sinon vous ne paierez pas pour ça, et puis ce que vous touchez à la fin du mois, c'est-à-dire le net, même le net, puisque vous enlevez l'impôt maintenant sur le revenu. Et donc il faut savoir, le super brut, c'est en général, si vous prenez 100, en net, vous avez à peu près 50, en net, ça peut être 45, et dans certaines tranches, vous avez encore moins à peu près, après, parce que vous avez évidemment des tranches supérieures sur le revenu. Aujourd'hui, on paye déjà énormément. Alors ce qui est drôle, c'est que dans les hypothèses d'augmentation d'impôts qui sont évoquées, il y a au contraire la fin de certaines réductions sur les baisses de charges pour des salaires dès qu'ils sont un peu au-dessus du SMIC, ce qui va à nouveau faire un effet de lissage terrible de la courbe avec des gens qui restent au SMIC toute leur vie et une incapacité à monter parce que quand tu dois être payé pour avoir 100 € de plus dans la poche du salarié, ça coûte à peu près 500 évidemment au petit commerçant qui peut évidemment pas, et donc tu es condamné à vie à être au SMIC. Mais il faut voir aussi dans quel bouillon de culture on baigne depuis des décennies. Parce qu'on parle de l'État-providence, vous parliez de l'État-providence, mais ça c'est quelque chose, je pense à Pierre Rosanvallon par exemple, qui a écrit sur l'État-providence et qui a fait de l'État-providence espèce de marqueur ad vitam aeternam, ad vitam aeternam de ce que devrait être le modèle économique français. Comme si l'État-providence était quelque chose qui tombait du ciel. Je ne parle même pas du financement. Et dans ce bouillon de culture de l'État-providence, dont on n'arrive pas à se défaire, en fait les gens continuent à dire il me faut de plus en plus d'État. Parce qu'on baigne tous là-dedans. Mais les Français veulent plus d'État, ils veulent plus de services publics. Mais on n'a plus les moyens de se... Je pense que c'est pas tout à fait vrai. Je pense que les Français, notamment ceux qui travaillent, sont attachés à avoir des services publics de qualité, ce qui n'est plus le cas. Donc c'est la double peine. Souvent, on a recours au privé alors qu'on paye déjà pour le public, que ce soit pour l'école, que ce soit pour la santé. Ils sont attachés, moi je pense, à un système de retraite, à une sécurité sociale, mais ensuite il y a des questions qui se posent. Ce système, est-ce qu'il est totalement universel ? Est-ce que quand on arrive, on y a le droit tout de suite ? C'est une question qui se pose, on pourrait faire des économies. Est-ce qu'il faut y ajouter le RSA ? Par exemple. Donc je pense que... vaste chantier en tout cas. Les retraites et la sécu, on s'attaque toujours à ça. Il faudra peut-être... allez-y, il y a d'autres aussi. Olivier Babot, vous avez la parole. Alexandre a raison. Le grand paradoxe, c'est qu'on a l'impression que les services publics sont à l'os, que leur qualité baisse, ce qui est tout à fait vrai. Or, il faut s'opposer à cette histoire, on dit un narratif maintenant d'ailleurs, qui est que on est dans l'austérité, on a coupé les budgets. Ça n'est pas vrai. Quand tu regardes les
dépenses de l'État, on n'est jamais, on est au maximum des dépenses de l'État par rapport au PIB et des prélèvements obligatoires. Alors qu'est-ce qui se passe? Effectivement, c'est des gâchis, c'est des problèmes d'allocation. On fait plein de trucs qui sont inutiles et il y a trop de bureaucratie. Un seul exemple, l'hôpital, par rapport à l'Allemagne, nous avons 9 points de plus de gens qui ne sont pas des soignants, c'est-à-dire de la bureaucratie dans nos hôpitaux. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Voilà. Merci Olivier Babot, merci à tous. Dans un instant sur Europe 1, Pierre de Villeneuve sur CNews. Christine Kelly, bonne soirée à vous sur nos 2 antennes. À demain.